Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. L'idée de ce talk, en fait, c'est, comme on disait juste avant, de vous faire un petit retour d'expérience sur l'appli Hello Work, sur ses différentes vies, vous donner des petits tips un peu par rapport à tout ce qu'on a pu rencontrer. Du coup, juste pour présenter les personnes qui vont parler, donc moi et Meven, on est les deux devs mobiles chez Hello Work, et on a Fred qui est juste là, qui est le product manager de l'app. Voilà, et je vais le laisser continuer. Merci, bonjour tout le monde. Du coup, pour présenter rapidement Hello Work, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Hello Work, on est le leader français sur l'emploi et la formation. Donc c'est Hello Work Group, et aujourd'hui on va surtout parler du produit Hello Work, qui est à destination des candidats et des recruteurs. Et nous, notre travail au travers de l'app, ça va être de mettre en collaboration, en relation plutôt, ces deux publics, pour que le candidat trouve son job. Quelques infos, le siège est à Rennes, on est près de 500 collaborateurs. Et le produit Hello Work, que je disais que ce soit web ou app, c'est 13 millions de visites par mois, c'est 4 millions de mises en relation. Donc, comme je disais, c'est notre mission de mettre en relation les recruteurs et les candidats. Et ça se passe bien sûr au travers des candidatures qui sont faites sur le site ou l'app, mais aussi, par exemple, quand un recruteur voit le CV d'un candidat dans la CV Tech, ce qui peut arriver surtout quand on est un développeur chez nous. Pour rappeler un peu notre mission, et j'en ai déjà un peu parlé, nous, c'est d'aider le candidat à choisir son job, mais au-delà de ça, c'est qu'on veut le faire dans une expérience candidat la meilleure possible. Donc c'est qu'avant qu'il puisse candidater, qu'il puisse avoir le maximum d'infos sur le poste, à commencer par le salaire. Ça, c'est un gros point noir du côté des recruteurs. Si aussi on peut avoir des informations sur une politique de télétravail, process de recrutement, etc. Et l'autre point noir dans le parcours de candidature, c'est une fois qu'on a envoyé la candidature, c'est d'avoir des nouvelles de sa candidature, que ça ne soit pas une espèce de boîte noire, comme ça peut arriver bien trop souvent. Du coup, on va commencer un peu l'histoire de l'app, et on va remonter jusqu'en 2013. Et en 2013, Hello Work s'appelait pas du tout Hello Work. Hello Work n'existait pas. On était connu sous le nom de Région Job, et on était un peu organisé comme ça, avec des plaques régionales. Donc pour nous dans le coin, c'était West Job, à Paris Job. Et vous avez compris. Et on avait un site qui s'appelait Cadréo, qui était dédié aux cadres. Où est-ce que se plaçait l'app mobile là-dedans? Du coup, on avait une app Région Job, une app Cadréo. Désolé pour les screenshots. Il y a les anciens développeurs qui étaient là à l'époque. C'était des apps natives, donc David et Julien, désolé pour les screenshots. C'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est ceux que j'ai trouvés. Donc on avait déjà des apps natives à ce moment-là. On avait même un court instant aussi déjà un chef de projet dédié aux apps. Vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas au cours de l'histoire. Et l'app était créée, mais elle n'a jamais vraiment trouvé son public, n'a jamais été vraiment aussi poussée en termes de stratégie d'entreprise. Et du coup, il y a les performances qui sont pas au top, et en plus, on arrive en 2014. Et Julien et David, les devs, donc le chef de projet était déjà parti, et les deux devs natifs partent aussi. Donc on a plus personne sur les apps.
Et à côté de ça, il y a la direction qui voit la promesse de l'hybride, qui se dit si on peut éviter d'investir de trop, de coder une seule fois et de déployer sur les deux plateformes nos deux apps, on va prendre ce pari-là. Du coup, en 2014, ils externalisent tout. On part sur Cordova Ionic, donc fin du natif. En plus, on externalise parce qu'on n'a pas l'envie de recruter des développeurs. On veut vraiment voir ce que va donner le développement et une app dans l'emploi. Et ça va durer pendant 4 ans, de 2014 à 2018, où l'app va vivoter. On va venir un peu l'enrichir, notamment avec les notifications, pour venir recommander des offres aux candidats, mais ça va jamais prendre plus que ça. Pour les mêmes raisons que les apps natives qu'on avait avant, c'est que voilà, c'était pas assez poussé et c'était pas dans la stratégie de l'entreprise au-delà d'avoir une app sur les stores. Donc on arrive en 2018 et là je passe la parole à Pierre qui lui arrive en 2018 chez Le Work quand moi à ce moment-là j'en pars. Merci Fred. Du coup, en 2018, il y a la question qui se pose en fait de reprendre le sujet des apps en interne. Le problème c'est qu'il y a personne, il y a personne. Du coup, j'arrive moi en stage avec comme objectif d'étudier un peu ce qui pouvait se faire, comment vous pouvez reprendre ça. Et je suis rejoint assez vite par Maven. Du coup, on est deux devs sur le sujet. Et donc il y a une stratégie au niveau de l'entreprise en plus avec un objectif qui est de présenter toutes les marques de l'entreprise sur des apps. Donc on avait déjà Région Job et Cadréo. On rajoute une app Paris Job donc pour le public parisien, une app BDM Job pour le public du numérique, les devs et ce genre de choses. Du coup, ça commence à faire beaucoup d'apps. Et donc, on met en place une solution, c'est d'avoir ce qu'on a appelé une appli blanche qui comporte juste la logique métier et toutes les fonctionnalités de l'app et qu'ensuite, on va pouvoir venir décliner facilement suivant les différentes marques. Et derrière ça, du coup, pour outiller un peu tout ça, on décide de partir sur du cross-platform. On avait comme contrainte d'abord que qu'on puisse développer assez rapidement, puisqu'on avait les apps en hybride qui existaient déjà, mais on voulait vraiment reprendre le sujet et tester facilement le potentiel, et on voulait que ce soit facile à prendre en main. Et du coup, le choix qui a été fait, un choix un peu baroque, c'est de partir sur NativeScript. NativeScript, c'est une techno cross-platform qui fonctionne un peu comme React Native. Voilà. Et justement, pourquoi tu pars sur NativeScript et pas React Native? On est en 2018. Moi, j'ai entendu du bien de React Native depuis ce matin. C'est très bonne question. Et bizarrement, il y a une slide qui est prévue pour ça. En fait, avec NativeScript, on pouvait combiner Angular. On avait déjà pas mal de devs qui avaient des compétences sur Angular chez Région Job. Et on n'utilisait pas du tout React côté web. Et la deuxième chose aussi, c'est que la promesse de NativeScript, c'était d'exposer les SDK natifs dans le moteur JavaScript directement et d'avoir accès en fait à n'importe quel endroit du code, avoir accès au code natif derrière. Et du coup, sur le papier, ça
ça paraissait être la bonne idée. On savait qu'il y avait une communauté plus faible que sur React, mais bon, on s'est dit, en même temps, si on a accès aux fonctionnalités natives, bon, ça va se compenser. Du coup, comment ça marchait techniquement? On avait notre cœur métier qui était du coup dans le code JavaScript, et après on avait nos surcouches graphiques qui étaient du coup adaptées à chacune de nos marques, où c'était des changements de wording, des changements de couleurs, des petits changements d'interface légers. Et du coup, ça nous faisait 8 apps au total, puisqu'on avait 4 marques sur Android et sur iOS. Donc on gérait 8 apps à 2, ce qui commençait à faire un peu. Du coup, voilà, ça c'était l'appli Region Job en 2018. Voilà, pour la petite anecdote. Et je vais laisser Meven un peu vous présenter la suite maintenant. Alors du coup là on est en 2018, on a donc toutes ces applis qui sont en prod et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc sur ces 2 années qui vont suivre, donc de 2018 à 2020, on va mettre en place une stratégie pour vraiment s'assurer que les apps ont un potentiel et pour tester ce potentiel justement. Donc on va passer par du monitoring, bon là ça va être des choses assez classiques comme du Firebase Analytics, et surtout on va comparer en fait ce qui se passe sur l'app avec ce qui se passe sur le site, parce que les deux font la même chose. L'idée c'est de savoir si ça marche mieux d'un côté que de l'autre et sur quoi on investit après. Donc pour ça il nous fallait aussi des gens sur l'app pour avoir un peu de volume. Donc ça passe par des choses comme des app banners, les trucs qui s'affichent en bas des sites pour dire téléchargez l'app, des mails de promo et de l'acquisition d'utilisateurs avec un peu d'investissement. On décide aussi de se concentrer que sur les 2 apps les plus importantes, parce que Cadreo et BDM en termes de volume c'était pas grand chose, ça nous coûtait beaucoup trop de temps. Du coup on s'est concentré sur les plus grosses, Region Job et Paris Job, et on a mis de côté les 2 autres. Donc voilà, là à ce moment-là on a une appli, donc on a déjà profité pour faire une première refonte graphique par rapport à ce qu'il y avait en 2018, et l'appli fait vraiment l'essentiel. Elle propose pas tout ce que fait le site, mais juste les trucs les plus importants. Donc ça va avoir un profil avec ce qu'on recherche comme job, des recommandations, un moteur de recherche, et voilà, on est allé au plus simple. Et au vu des retours utilisateurs qu'on a sur les stores, c'est bien compris, ça marche plutôt bien. Voilà, Fred, on a fait tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça marche bien? Ça va. On arrive en 2021 et on voit que le potentiel est là sur l'app. Le monitoring qu'on a mis en place, on commence à pouvoir le comparer au site web. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a un intérêt à équiper nos candidats de l'app. On a un KPI, le candidature par user, qui est bien supérieur à l'app, supérieur au site, c'est mieux. Et on monitore aussi le coût à l'install parce qu'on voit les investissements qu'on peut faire pour aller acheter des installations sur les stores ou sur Google Ads, et on arrive à monitorer un peu ce coût à l'install et qui est pas si élevé que ça quand on voit les utilisateurs qu'on arrive à acquérir derrière. Et du coup, on décide de se donner, de proposer à la direction de passer au natif, et eux, ils nous donnent un peu une petite carotte. On est aux alentours de 7, 8, voire 9% par moment des candidatures faites sur les apps à ce moment-là, et ils nous disent si vous atteignez 10, on passe au natif. Spoiler, on va jamais atteindre les 10, et je repasse la main à Meven pour parler de la suite. Ouais, donc là, du coup, Pierre et moi, ça fait 2 ans qu'on fait du cross-platform et on commence à voir un peu les limites, déjà en termes de maintenance et de développement. Donc du coup, on avait la stack sur le moteur JS et la stack en natif derrière, et pour tout ce qui était débugage, on avait des crashs qui remontaient sur Crashlytics. Mais par contre, pour tout ce qui était ErrorJS, on n'avait rien, donc on a dû installer Sentry par-dessus pour avoir des remontées d'erreurs un peu
pour pouvoir débugger tout simplement. Donc ça nous faisait beaucoup de travail de maintenance. Les performances qui n'étaient pas forcément au rendez-vous sur des devices un peu plus anciens ou bas de gamme. Et nous, vu que le but c'est quand même de toucher tous les utilisateurs possibles en France, on ne pouvait pas se permettre ça. Voilà, on avait une communauté, là Pierre vous l'a dit tout à l'heure, on pensait que ce serait pas un très gros problème. Finalement, un peu la communauté qui est sur NativeScript qui n'était pas très développée. On a eu beaucoup de cas où on trouvait des problèmes dans des librairies qu'on utilisait ou carrément dans le framework. On remontait des issues et on n'avait pas de... Voilà, le problème n'était pas corrigé ou pas assez vite. Et voilà, même pour les mises en vente sur les stores, c'était compliqué. Pour tout ce qui était nouvelles features des OS, c'était compliqué aussi. Et puis Pierre et moi, on était pas très contents, on était un peu malheureux à force. Alors qu'à côté de ça, le natif, nous on voyait ça comme des apps qui tournent bien, qui sont robustes, qui sont faciles à maintenir. Il y a une grosse communauté, de la doc comme on veut, les accès aux dernières features, les mises à jour. Autre point, l'accessibilité de l'app qui est quand même plus facile à mettre en place en natif que sur la techno qu'on avait. Et c'est important, tout le monde a le droit de chercher du travail. Pierre et moi, on aurait été contents de faire du natif. Voilà. C'est encore moi. Pourquoi vous évoquez pas Flutter qui à ce moment-là commence à pointer le bout de son nez et pareil, j'ai vu des conférences ce matin et ça a l'air pas mal. Eh bien Fred, c'est très simple. Les arguments classiques comme... En fait, nous, on voulait vraiment une appli aux petits oignons, au plus proche de optimiser à fond. Donc on peut parler de taille de l'app. Toujours, ça rajoute une couche entre l'OS et le code. Les gestions des dépendances qui sont compliquées. Nous, on a eu le cas, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a dû intégrer un SDK tiers dans l'app. Et on s'est rendu compte que ça existait que depuis quelques semaines en Flutter. Et là, on s'est dit, si on était en Flutter, on aurait peut-être eu beaucoup de galères avec cette lib. Voilà, elle n'aurait peut-être pas été forcément très stable tout de suite. Voilà. On voulait vraiment quelque chose de pérenne dans le temps. On s'est dit qu'avec le natif, il n'y a pas trop de risques, ce sera maintenu. Ça marchera bien. Et par contre, on va être honnête avec vous, si on avait choisi Flutter, on serait sans doute très content et on serait peut-être encore en train d'en faire aujourd'hui. Ça a l'air très bien. Juste, c'est pas le choix qu'on a fait. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, on n'a pas atteint les 10% comme annoncé tout à l'heure, mais on a été assez convaincant, faut croire. Donc on nous a dit go pour le natif en 2021. Voilà, on était contents. Et donc pour ça, pour récapituler, pour convaincre, déjà il faut s'assurer que l'appli elle marche. Donc on peut, en tant que tech, c'est facile, on s'en rend compte, c'est fluide. Voilà, on sait qu'il y a un intérêt à faire du natif, mais c'est pas juste le premier point pour décider. Donc avec de l'analytics, on est capable de prouver que pour les utilisateurs, ça a un intérêt d'avoir une appli et du coup qu'il faut investir dessus. On sait que c'est rentable d'avoir des utilisateurs sur une appli par rapport au site. Et puis on vous en parlera après, mais il y avait des petites choses qui se tramaient dans l'entreprise à côté qui ont fait que c'était intéressant de faire la transition tout de suite. Voilà. Donc là, on a décidé de partir sur du natif, donc en 2021. Et Pierre, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Du coup, comment on s'y est pris ? En fait, vu la taille de l'équipe, on n'était que 2. Et vu quand même l'ampleur du chantier, on s'est dit qu'on n'allait pas se lancer chacun sur notre plateforme, qu'on allait un peu se concentrer sur un seul OS. Et du coup, on a décidé de faire l'app iOS en premier. Du coup, on est parti sur une app avec iOS 13 qui supportait iOS 13 minimum. Et du coup, comment on s'est un peu organisé ? En fait, on n'avait pas spécialement de compétences sur le natif iOS à ce moment-là. Et du coup, on a fait appel à un expert externe, du coup Emeric, qui est venu pour un peu encadrer, nous permettre de lancer le projet surtout. Donc ça a été des grosses sessions de 2-3 jours au début pour vraiment poser les bases du projet. En parallèle de ça, nous on se formait en ligne aussi. Et du coup après on a continué un peu ce suivi là avec l'expert qui venait une fois toutes les 2 semaines et en fait au fur et à mesure du temps ça s'est de plus en plus espacé jusqu'à ce qu'on considère qu'on était capable d'être autonome dessus.
La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a décidé de développer en fait toute l'app complète avec toutes les features qu'on voulait mettre en place. Et la troisième chose, c'est qu'on s'est organisé en fait en développant feature par feature. Donc on a pris genre un bout de l'app, on l'a développé, après on a fait la fonctionnalité d'à côté, on l'a développé, et à la fin on a tout sorti. Et du coup, un peu quel était notre ressenti par rapport à tout ça. Le tutorat, c'était vraiment, enfin l'accompagnement, c'était vraiment bien. Ça nous a permis vraiment d'être sûr de partir sur une bonne base, d'être sûr d'avoir d'avoir des fondations solides, pardon. Le fait de développer l'app complète avec toutes les features, quand c'est sorti, c'était vraiment cool. Mais en fait, avant, il y a eu un gros effet tunnel. Et qui était un peu dommage, notamment pour les utilisateurs qui avaient les apps en prod qui bougeaient pas, en fait, quasiment pas. Et la troisième chose, c'était le développement feature par feature. Ça, pour le coup, c'était pas super... Enfin, ça paraissait logique, mais en fait, c'était un peu un manque d'anticipation, parce que du coup, après, on s'est retrouvé avec des difficultés quand on faisait la dernière feature. En fait, on se rendait compte qu'on avait un manque de cohérence et qu'il fallait qu'on refacto alors qu'on n'avait même pas envoyé en prod encore. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ferait différemment. Et du coup, je vais laisser Fred un peu vous présenter les opportunités dont parlait Meven qui sont arrivées. Ouais, pour rappel, donc on est en 2021 et donc au début de l'été, on décide de partir sur le natif, mais on a ce côté techno pour l'app, mais on a toujours une API vieillissante. Je me demande si c'est pas proche de l'API qu'utilisaient déjà Julien et David à l'époque. Et au même moment, côté web, il y a une énorme migration technique qui se passe. Pour info, côté web, c'est du .NET. Ils voulaient envoyer tout dans Azure. Ils avaient besoin en gros de passer par une API. Et nous, on a vu l'opportunité. C'était d'avoir une nouvelle API complètement refaite et complète, qui viendrait avec des nouvelles fonctionnalités, pas juste de la recommandation et le profil. On pourrait avoir les alertes, on pourrait avoir le fait de mettre son CV à disposition des recruteurs dans la CVText, chose qui était demandée par les utilisateurs mais qui n'était pas possible. Et donc plutôt que de faire des évolutions sur une API vieillissante, là on avait l'opportunité d'avoir une API complète. Donc la migration technique commence en 2021 avec cette nouvelle API dont on va se servir, et puis les gars continuent sur iOS. On arrive en 2022 et en 2022 il y a une seconde opportunité qui est que Region Job et toutes ces marques deviennent Hello Work. Et donc ça, nous en termes de cohérence, en termes de discours à donner auprès des candidats, on y gagne énormément parce qu'on avait auparavant des personnes qui naviguaient par exemple sur West Job ou sur Sud-Ouest Job, et on leur demandait de télécharger l'appli Region Job. Donc du coup, pouvait y avoir de la perte à ce moment-là. Donc du coup, tous ces sites-là deviennent Hello Work. Côté app, pour rappel, il nous en restait plus que deux. C'était Région Job et Paris Job. Celle-ci, elle fusionne pour n'en faire qu'une. Et du coup, on a eu tout un travail de migrer ces candidats vers l'app Région Job. Parce que pour info, c'est l'app Région Job qui est devenue Hello Work dans les stores, qui s'est transformée. Donc on a eu un travail de faire venir les utilisateurs de Paris Job vers Région Job qui est devenu Hello Work. Du coup, ça c'est ce qui s'est passé sur toutes les migrations d'utilisateurs qu'on a eu d'app en app, parce qu'on a fermé Cadréo, on a fermé BDM Job, on a fermé Paris Job, et on s'y est pris de la même manière à chaque fois. On a déterminé l'app vers laquelle allaient migrer les utilisateurs, ce qu'on appelle l'app survivante.
On essaie de communiquer au mieux auprès des candidats, que ce soit au travers de push, de messages dans l'app ou de mails. Donc on a un message à 1 mois avant, 15 jours avant et puis quelques jours avant la bascule. Et du coup, les utilisateurs migrent vers la nouvelle app. Et à la fin, quand la bascule a eu lieu, via Firebase et le remote config, on bloque les anciennes apps en mettant un petit message qui invite à télécharger la nouvelle app. Du coup, on arrive après cette bascule en mai 2022, où ça y est, Région Job est devenu Hello Work, côté app aussi. Et on a toujours, bien sûr, côté Android, on a cette app en native script, alors que côté iOS, ça y est, on est passé au natif, et on voit déjà de bonnes surprises sur les perfs, mais je spoile pas, on parle d'Android et de la tech. Ouais. Donc du coup, on est en mai 2022 et on se lance dans Android. Donc là, on part sur des choses classiques, on supporte Android 5. Y a un petit nouveau qui pointe le bout de son nez en version stable, donc Jetpack Compose. On se dit qu'on va en profiter pour se lancer directement dessus et éviter la migration plus tard. Et par contre, on a tiré les leçons de ce qu'on a fait sur iOS. Donc on a gardé l'accompagnement avec toujours Emric sur la partie Android, donc toujours pour lancer le projet avec des grosses sessions. Et ensuite des plus petites sessions pendant le développement du projet pour s'assurer qu'on garde un bon cap. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas sorti une app avec toutes les features prévues. On s'est juste dit, on va prendre ce qu'il y avait sur l'app en native script, refaire la même chose, et le reste, ça viendra dans les mises à jour. Et comme ça, au moins, l'app, elle sort plus rapidement. Et surtout, elle vit beaucoup plus sur les stores. C'est quand même hyper important. Et avant de faire les features, pour éviter les refactos qu'on a eu pendant le développement, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un squelette de l'app avec tous les écrans quasiment vides, avec les navigations, les interactions entre les différents éléments, et qu'après on rajouterait tout ce qui est utilisateur, les formulaires, tout ça. Il n'y avait plus qu'à remplir les écrans, quoi, et on essayait d'anticiper en fait tous les problèmes qu'on a eu avant pour éviter les refactos. Et donc tout ça, ça nous amène à la sortie de l'app 3 mois plus tard sur les stores en septembre. Donc cette fois-ci, en plus de ça, du coup les deux apps s'appellent Hello Work. Elle est mise en avant dans tous les spots publicitaires, donc on invite les gens à la télécharger. L'application a de plus en plus de features par rapport à avant, elle est vraiment mise en avant, quoi. Et en plus de ça, on n'en a pas parlé, mais chez nous, les UX travaillent sur un design system. Et ça, quand on a fait du compose, on s'est rendu compte que il y avait quand même une super synergie entre les deux. Donc tous ces éléments, couleurs, boutons, typos, etc., nous on les convertissait en style derrière dans l'app, et ça nous a quand même vachement facilité la vie. Par rapport à iOS, on n'avait pas encore ces choses-là. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de développer sur les deux plateformes en même temps ? C'est vachement enrichissant en fait de développer sur les deux plateformes, sur Android et sur iOS. Ça se fait plutôt bien. Et du coup, en fait, le truc vraiment qu'on a noté, c'est que ça nous permet notamment de nous adapter à chacune des plateformes. Si je prends un petit exemple, la navigation. Par exemple, sur iOS, il y a les sheets, donc c'est les écrans qui surgissent par le bas, vous les avez sur la capture de gauche, qui surgissent par le bas et qui prennent pas vraiment tout à fait tout l'écran, et qui sont un usage assez répandu chez les utilisateurs iOS, et qui en fait est pas ou peu répandu sur Android. Et du coup, on s'est dit on respecte les usages des différents OS. Sur iOS, on le propose, sur Android, on le fait des écrans normaux. On avait des choses aussi, notamment au niveau des paramètres de navigation. Pour passer d'un écran à un autre, c'était pas les mêmes choses entre iOS et Android. Et du coup, là aussi, on s'est adapté à chaque plateforme. Et puis, tous ceux qui ont pu développer sur du mobile le savent, la gestion du bouton back est complètement différente, puisque sur iOS est inexistante. Le bouton back réel, quoi. Et du coup là aussi ça nous a permis de vraiment
s'adapter. En fait, le fait d'avoir 2 code bases différentes, bah, ça nous permettait quand même de faire les choses vraiment propres aux usages de chaque, des utilisateurs de chaque plateforme. Et en fait, en parallèle de ça, on s'est dit, bah, on va quand même garder les bonnes idées qu'on trouve sur chaque plateforme. En fait, si on trouve une bonne idée sur une plateforme, bah, on essaye de la reproduire, en tout cas en pratique de code. Par exemple, sur Android, les ressources sont typées assez naturellement. Bah, on s'est dit, ok, bon, bah, sur iOS, on met en place on installe une librairie qui permet de le faire. Sur iOS, c'est la navigation qui de base est typée, où on navigue vers un contrôleur, alors que sur Android, on a plutôt des routes qui sont des strings avec compose. Et du coup, là, on s'est dit, bon, bah, ok, on met en place une lib qui permet de typer la navigation sur Jetpack Compose. Sur iOS, on était obligé de mettre en place un mode non connecté. C'était en 2021 ou 2022, je crois que Apple a demandé ça. Si on mettait en place un mode connecté, il était obligé d'avoir un mode non connecté aussi. Et bah, du coup, on s'est dit, ok, tant qu'à faire, on va le proposer sur Android aussi, vu que on met en place toutes les choses qu'il faut pour que ce soit possible. Et puis, la dernière chose, le dernier exemple, c'est sur les permissions sur iOS. En fait, on a été obligé de mettre en place toute une mécanique pour amener l'utilisateur à autoriser les notifications sur iOS. Bah, en fait, comme à partir d'Android 13, il faut demander aussi à l'utilisateur l'autorisation de lui envoyer des notifications. Toutes ces mécaniques-là, on a pu les reproduire sur Android aussi. Et du coup, un peu les petits tips de notre passage au natif. Le fait de développer plateforme par plateforme, surtout quand on est une petite équipe, c'est mieux. Ça permet de monter en compétences tous les deux sur chaque plateforme et ça évite de s'éparpiller. Choisir des technos pérennes. On avait un peu, par exemple, avec le cas NativeScript, pas fait un bon choix auparavant. Là, on est vraiment parti sur ce qui se faisait et qui était largement adopté. L'autre chose, c'était aussi de préférer sortir une app rapidement et avec un périmètre assez proche de ce qui pouvait exister, en tout cas le plus petit possible au niveau fonctionnalité. Et après, au fur et à mesure, rajouter des nouvelles fonctionnalités parce que ça fait vivre l'app sur le store. Ça permet aux utilisateurs aussi de s'approprier l'app assez rapidement. L'autre chose, c'est ce que je disais, de garder les bonnes idées de chaque plateforme et de potentiellement les bonnes pratiques, essayer de les déporter sur les autres plateformes. Et la dernière chose, c'est d'essayer d'optimiser les reviews des utilisateurs. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à apprendre de ce qui nous donnait, notamment sur leurs pratiques et la façon dont ils utilisaient l'app. Et du coup, on a mis en place des mécaniques pour les inviter à noter l'app au bon moment. Et nous, dev, on s'est vraiment plongé dedans à lire les reviews des utilisateurs, à y répondre aussi. Et c'était vachement intéressant parce que ça nous permettait d'apprendre pas mal de choses là-dessus. Et du coup, je vais laisser Fred un peu faire un bilan un peu plus chiffré de tout ça. Ouais. Du coup, on arrive en 2023. Donc cette année, donc sur la fin 2022, bien sûr, on sort l'app en Android en septembre. Elle vient s'enrichir des mêmes fonctionnalités qu'iOS. Donc on a deux apps ISO fonctionnelles. Et du coup, il est temps de faire un petit bilan parce que dès janvier, on peut faire un bilan. Il y a un an, donc vraiment la dernière version des apps cross-platform. Pour rappel, l'app iOS elle sort en mai 2022. Et donc on est à ce moment-là, comme on vous l'avait dit, on n'a pas atteint les 10%. On était à 9% des candidatures. On avait des candidatures par user qui étaient bien supérieures au web.
et on avait 8,3% des utilisateurs qui étaient acquis via les apps. Donc un an après, on est à 32% des candidatures sur l'app, donc quasiment un tiers. On a multiplié par 2 les candidatures par user, qui était en plus le KPI qui est un peu entré dans la tête de la direction pour dire qu'il y avait besoin d'investir sur l'app. Donc c'est venu un peu tamponner et valider le choix qui avait été fait. Et aussi via l'acquisition et la réorientation de certains budgets, on a augmenté le nombre de nouveaux utilisateurs qu'on a acquéris sur l'app. Ça c'est vraiment valorisant pour nous, mais ce qui l'est tout autant, c'est du côté des stores. Si on fait écho à ce que je disais en début de presse, où notre objectif c'est d'avoir une expérience candidat la meilleure possible, ça se traduit aussi quelque part par les notes que nous donnent les candidats sur les stores. Et cette note-là, en l'espace d'un an, elle a monté de 0,2 points sur chacun des stores. On est passé à 4,6 et 4,7. Donc ça vient un peu valider ça. Et en plus, si on se jauge par rapport aux autres acteurs de notre secteur dans l'emploi, on est devenu l'app emploi la mieux notée. Donc ça vient aussi un peu valider tous les choix qui ont été faits et valider l'expérience candidat qu'on veut la meilleure possible et qu'on va encore améliorer. Pour info, on n'a pas remis à zéro les notes quand on est passé de région de job à Hello Work. On aurait peut-être dû, notamment sur iOS qui reprend tout l'historique, parce qu'au début c'était l'app développée par David et Julien, donc elle était pas ouf. Et du coup, pour faire justement ce petit bilan un peu 10 ans après, tout n'est pas qu'une question de tech, tout n'est pas qu'une question de produit. On voit qu'on peut avoir une app native ou hybride. C'est un peu ce qu'on a connu au tout début. Et si elle est seule dans son coin, qu'elle n'est pas poussée par une stratégie d'entreprise, que ce soit de l'investissement, que ce soit de la promo, je dirais pas qu'on peut avoir la meilleure app du monde et ça va rien faire, mais on en est presque là, en tout cas pour un secteur comme le nôtre. Ensuite, l'autre étape d'après, c'est on a eu une app cross-platform où on a commencé à monitorer, à donner une vision produit, à aller mesurer, le comparer au site. Et là, à l'inverse, on pouvait avoir la vision produit, mais on était limité par la techno. Donc il y avait bien sûr le natif, mais il y avait aussi l'API qui n'était pas complète. Et quand on a mis tout ça ensemble, qu'on est passé à l'app native, avec une API complète, on a quelque chose qui devient un vrai, qui participe vraiment au succès de l'entreprise et qui devient un levier de croissance. Donc on va finir sur une petite touche d'amour, mais c'est tech plus product. Voilà, ça peut faire vraiment de belles choses. Et pour rester sur le produit. Et parler un peu du futur, bien sûr, ça va être d'orienter petit à petit le trafic du site web mobile vers l'app, d'essayer de monitorer tout ça, parce que sinon, si on enlève tout le trafic SEO et qu'on ne sait pas s'ils arrivent côté app, ça risque de criser un peu côté SEO, donc on veut bien monitorer ça, donc c'est pour ça qu'on veut encore s'améliorer sur le fait d'être data-driven sur l'app. On va continuer d'optimiser l'acquisition, parce que, pour rappel, aujourd'hui on monitorait le coût d'une installation. Sauf qu'après une installation, il y a toujours ce fil qui est un peu coupé. Quand les personnes arrivent dans l'app, on ne sait pas s'ils ont fait qu'installer l'app ou s'ils sont devenus des utilisateurs qui ont fait des candidatures, qui se sont inscrits, etc. Donc ça, aujourd'hui, on arrive à relier ce fil, on s'est équipé pour. Et moi, sur un aspect produit, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on commence à faire des features qui sont app first, qui sont vraiment orientés pour les candidats qui sont équipés de l'app, parce qu'il y a des usages qui sont propres
à l'app. Et il y a la place, par exemple, pour une messagerie ou pour je ne sais quelle autre idée qui nous viendra. Mais ces nouveaux usages ouvrent vraiment la porte à des features qui auront leur place avant tout sur l'app. Et pour le futur tech, je laisse Maven en parler. Ouais, alors du coup, un petit récap de ce qu'on avait au début. Donc on était sur une des premières versions de Jetpack Compose, on était sur de l'UIKit avec de l'iOS 13, on utilisait des choses comme des charts pref, des Cocoa Pods sur iOS pour les dépendances. Mais l'idée c'est vraiment de rester le plus à jour possible et d'avoir quelque chose qui vit dans le temps et pas de l'abandonner pour refaire une refonte encore plus tard. Alors sur Compose on essaye de se mettre à jour le plus possible. Ça je crois que c'était la dernière version stable il y a une semaine ou deux quand on a fait les slides. Sur iOS on est monté en iOS 14 et on commence à faire du SwiftUI. Donc là on a déjà pas mal d'écrans dans l'app qui sont faits en SwiftUI. On essaye de plus du tout faire du kit. Donc c'est-à-dire que les nouveaux écrans on les fait en SwiftUI. Les anciens quand on a le temps on les migre en SwiftUI aussi. Puis pareil, tout ce qui est déprécié, on essaye de s'en séparer. Donc des shared pref, on est passé sur du data store sur Android. Cocoa Pods, on l'a abandonné, on est passé sur Swift Package Manager. Et puis voilà, d'autres cas comme ça. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire maintenant qu'on a une app en natif. Des choses plus complexes comme du deep linking. Voilà. Surtout qu'on sait que l'app fonctionne bien pour les utilisateurs. Donc autant essayer de les rediriger chez nous. On a envie de faire d'utiliser les features de l'OS comme les widgets. Ça c'était pas possible avant ou alors c'était très 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 compliqué. Bon maintenant ça va. Puis voilà, on a vu des choses comme Maestro, on a vu des super confs sur Flashlight qui nous ont bien fait envie aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de toujours utiliser les trucs nouveaux, stables quand même, mais voilà, de rester à jour. Puis de faire grandir l'équipe, parce que là du coup on est les deux devs, on a un alternant qui nous a rejoint dans l'année. L'idée c'est de la faire grandir pour éviter les problèmes qu'il y a eu tout au début, à savoir les devs qui se barrent et plus d'équipe. Voilà, on grandit et puis une fois que ça s'est fait, peut-être pourquoi pas plus tard avoir une équipe dédiée Android et dédiée iOS. On n'en est pas encore là, mais voilà. Peut-être qu'on vous fera un Rex dans 5 ans où vous saurez les réponses à ces questions. Merci à toutes et à tous. Et si vous... Merci à vous, c'était top. Il y a du temps pour les questions, s'il y en a sûrement. Je commence. Merci déjà. Vous êtes toujours que 2 aujourd'hui ou 3. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'utiliser des frameworks comme KMM par exemple pour partager du code et vous concentrer un peu plus vous sur la partie UI et les spécificités de chaque plateforme? Ouais, carrément. C'est vrai que KMM, ça monte en ce moment. On s'est dit que ce serait intéressant de s'en servir. Il faut qu'on étudie ça. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Carrément. Peut-être pas du compose multiplateforme. On a vu que ça existait aussi. Ça nous parle un peu moins parce que l'idée c'est vraiment d'avoir toute la partie interface et UX la plus proche de l'OS possible. Mais ouais, du KMM pour tout ce qui est métier, ouais, carrément. Déjà merci pour la présentation. J'avais une question, comment vous avez géré le fait que vous n'avez pas maintenu l'ancienne app avant de sortir les apps natives? Du coup j'ai compris que l'app elle était restée pas mal de temps sans mise à jour. Comment vous avez géré ça auprès des utilisateurs? Et aussi comment vous avez géré la différence, étant donné que l'app iOS est sortie quand même pas mal de mois avant l'app Android. Est-ce que vous avez des utilisateurs qui n'étaient pas contents par exemple parce qu'il y avait des fonctionnalités qu'ils ne retrouvaient pas et qu'est-ce que vous leur avez répondu? On leur a répondu que ça arrivait, mais oui, ça n'a pas été évident. Surtout, on a même eu certains cas où le mari avait un Android et la femme avait un iOS et du coup avait une app beaucoup mieux. Donc on a eu ces cas-là, on a fait au mieux, on a dit que ça arrivait. On a même, il y a même eu un moment où on a pu donner des dates quand on était sur le développement Android. Et pour la partie où on était en train de développer Android, on faisait la maintenance, mais on s'en tenait vraiment au minimum. Et ça a plutôt bien tenu. Ça l'a fait. Donc on a tenté de se concentrer vraiment à fond là-dessus et de faire le minimum. Ouais. Et du coup aujourd'hui, quand vous ajoutez des nouvelles fonctionnalités,
est-ce que vous avez toujours un décalage ou est-ce que maintenant vous les sortez en même temps les deux sur les deux plateformes? On les sort assez rapidement en parallèle. Il peut y avoir un petit décalage de une semaine, 2 semaines, suivant le temps que ça nous prend et ce genre de choses. Mais en général, ouais, on essaye vraiment de faire sur les deux plateformes en parallèle. Et puis si jamais je peux compléter, on essaye aussi de se répartir un peu les tâches, que ce soit pas tout le temps Pierre qui fasse de l'iOS ou de l'Android ou moi la même chose. Voilà, donc ça peut être soit chacun fait la même feature sur une plateforme, soit il fait les deux d'un coup. Les deux ont leurs avantages. C'est vrai que quand tu fais une feature sur Android, quand tu arrives sur iOS, tu n'as plus que la partie code en tête, mais tout ce qui est métier, tu sais déjà exactement ce que tu vas faire. Mais ouais, on essaye de se répartir un peu les deux plateformes pour pas être trop spécialisé tout le temps. Et ouais, on sort les fritures dès qu'elles sont prêtes, quoi. On va pas attendre que ce soit prêt sur Android alors que sur iOS ça attend. On envoie la mise à jour et puis voilà. C'est pas très grave si on a des petits décalages. Moi j'ai une question rapide. Comment vous gériez du coup, t'en parlais un peu maintenance et nouvelle stack. C'était quoi? C'était maintenance first et en best effort pour la nouvelle stack. Comment à deux finalement développeurs réussir à gérer une stack native script plus développée sur iOS et après Android? Chapeau déjà, mais comment concrètement vous vous organisiez? Globalement, c'était déjà que la maintenance critique. Donc en fait, on éliminait tous les petits problèmes de maintenance. On acceptait que ça allait potentiellement, on n'allait pas tout corriger. Et en fait, on faisait, s'il y avait quelque chose de critique, on s'en remettait dedans. C'était pas les moments les plus joyeux qu'on fallait se remettre dans le code qu'on n'avait pas touché depuis 6 mois, mais ouais, c'était vraiment les trucs critiques. Et puis sinon, c'était vraiment focus sur le développement des apps natives pour que. C'est aussi ça qui a motivé le fait de sortir l'app Android plus vite avec moins de features. C'est que du coup, on avait 2 stacks propres et à maintenir, c'était plus simple. Et ouais, du coup, juste une petite remarque. Pour ceux qui pensent que développer sur 2 plateformes, c'est 2 fois plus de travail, en fait, l'app Android, une fois qu'on avait fait l'app iOS, on est quand même allé beaucoup plus vite dessus. Et voilà, c'est sûr que ça demande plus de temps, mais au final, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut factoriser dans les connaissances et ce genre de choses. 2 petites questions. Comment vous avez pu gérer vos développements? Vous aviez parlé tout à l'heure de la migration API, aussi côté Azure, je crois. Comment vous avez réussi à caler un peu finalement vos développements? Est-ce que vous êtes appuyé sur l'ancienne plateforme ou est-ce que vous avez attendu qu'ils aient finalement tout délivré? Ça, c'est la première question. Et juste, de grosso modo, en termes de staffing, vous êtes 2 côté app. Comment c'est dimensionné côté API et côté web, si c'est le cas? Ouais, on est beaucoup plus dimensionné côté. Alors je débute par la dernière question, désolé. On est beaucoup plus staffé côté back, côté web historiquement, et on s'appuie vraiment essentiellement sur eux. C'est vraiment eux qui font tout le développement côté API, et les gars s'occupent vraiment que sur l'aspect app. Et pour la première question, l'API elle a été prête très rapidement. Bien avant la sortie de l'app iOS, donc on n'a pas eu ce souci d'aller taper sur l'ancienne API. Ok, on est bon. Merci beaucoup. Merci à tous.